Alors, mesdemoiselles et messieurs, tout d'abord, je suis très honoré et c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette belle manifestation qui est l'exemple même de l'enseignement post-universitaire et qui est organisée par Eric, Astrid, Delphine et Jérôme qui sont à la tête du réseau Resendo. Qui est un vrai bijou dans le travail de tous les jours avec l'endométriose et qui ont toute mon amitié et bien sûr toute mon estime. Et donc je le remercie de m'avoir réservé ce topo. Quand référer les patientes à un centre expert. Et c'est un topo c'est un thème qui est dans ma vie depuis déjà plusieurs années, parce que comme Resendo à Paris, il y avait Rouen Endométriose à Rouen, et maintenant on essaie de faire une sorte de Bordeaux Endométriose à Bordeaux, parce que j'ai déménagé l'année dernière de Rouen à Bordeaux. Alors, on nous demande maintenant de commencer par déclarer nos conflits d'intérêts qui pourraient impacter sur ce qu'on dit. Effectivement, j'avoue, je suis rémunéré par certaines compagnies qui organisent du training et des masterclass de training des chirurgiens. Donc, je parle de la chirurgie de l'endométriose profonde. Donc, il s'agit de Plasma Surgical, Ethicon, Olympus, Nordic Pharma. Et je suis rémunéré pour le temps que j'affecte à cet enseignement. Néanmoins, ça représente moins de 2% de mes revenus professionnels globaux. Mais c'est vrai que l'impact est que je parle de bien, j'ai une bonne opinion de ces instruments que j'utilise dans tous les jours. Et après, j'ai un conflit d'intérêts mais majeur qui représente 98% de mes revenus. C'est-à-dire que je suis rémunéré pour opérer et prendre en charge des femmes atteintes d'endométriose. Et la conséquence est que je fais tout ce que je peux pour qu'elles soient mieux, pour qu'elle aille bien, et pour ça j'utilise les instruments qui sont les plus adaptés et qui me font opérer en toute sécurité et le plus rapidement possible. Alors la question est, faut-il référer des patientes ou certaines patientes avec endométriose au centre expert? Alors c'est une question qui mérite d'être posée, mais si vous la posez en danois, il va vous répondre « naturligt », c'est-à-dire « bien évidemment ». Parce que c'est ce qui se passe en Danemark depuis 20 ans. Alors, bien sûr, Danemark, c'est un petit pays, 6 millions d'habitants, mais les habitants, même ceux qui vivaient il y a 1000 ans, les Vikings, sont vraiment des pionniers. Rappelons-nous que les Vikings ont découvert l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb. Et ils sont également des pionniers dans l'endométriose, car à partir de 2001, il y a eu une loi qui disait très clairement que les patientes avec endométriose profonde doivent être prises en charge dans des centres experts. Et il y avait 2 centres qui étaient nommés, à Aarhus et à Copenhague. Et les artisans de cette centralisation sont les 2 personnes que vous voyez ici, avec la flèche au-dessus de leur tête. Donc c'est Lone, qui est une patiente, qui était la présidente de la Société danoise d'endométriose, des patients d'endométriose, et Axel Forman, qui était professeur à Aarhus. Et donc ils sont allés au ministère, et ils ont obtenu cette loi, ce décret, qui a centralisé la prise en charge des patientes avec endométriose il y a déjà 18 ans. Ce qui a fait que Aarhus est devenu un des 2 centres d'endométriose, de prise en charge d'endométriose profonde, et ils ont une grosse activité avec 130 cas d'endométriose colorectale par an, avec des études cliniques, articles de référence dans l'évaluation de la chirurgie d'endométriose colorectale et un centre de training dans la neuropelviologie. Alors, le concept de ce modèle du centre expert en Danemark dit très clairement il faut adresser les patientes au centre d'experts lorsque la chirurgie de l'endométriose présente un risque de blessure ou d'infiltration, si vous voulez, de l'intestin, de l'appareil urinaire ou lorsqu'il y a un pelvis gelé. Et donc 2 centres, un qui est dans l'ouest, donc c'est Aarhus qui dessert un bassin de 3 millions d'habitants, et un autre Copenhague qui est à l'est, 2,7 millions. Et les patientes ont le choix d'aller à Aarhus ou à Copenhague.
Ils ont des obligations, ces deux centres. Ils sont déjà bien fournis en équipe chirurgicale. Il y a 4 spécialistes qui travaillent uniquement dans l'endométriose, 3 seniors et 1 chef de clinique. D'accord? Donc retenez bien ce nombre pour comparer avec ce qui se passe chez nous. Il y a 4 infirmières qui sont dédiées à l'endométriose, 3 chirurgiens colorectaux, 2 urologistes, des radiologistes, psychologues, diététiciens, sexologistes, et ils ont des étudiants en PhD, c'est-à-dire en thèse de sciences. Ils ont des obligations. Il faut qu'ils soient en permanente corrélation avec des collègues qui font la même chose à l'étranger. Et c'est comme ça que je suis devenu professeur dans cette université de Aarhus depuis peu de temps. Et les autres professeurs qui ont été admis sont Linda Judis de Stanford ou Mark Postlewaer de Zurich. Ils ont vraiment une activité de recherche très intense, de training, d'enseignement, et ils sont en collaboration avec les départements locaux, enfin de centres plus petits, qui leur adressent des patientes et qui traitent les patientes qui ne sont pas du ressort du centre de référence. Elon, qui est devenue entre-temps la secrétaire de World Endometrial Society, donc a transposer ces recommandations dans les recommandations du World Endometrial Society, qui dit effectivement qu'il y a tous les arguments pour référer les patients sévères dans le centre à des équipes expérimentées qui, en plus, vont contribuer à l'amélioration de la connaissance dans l'endométriose. Alors, en France, on a pris un petit peu à un moment donné le même chemin, parce qu'en même temps que la création de Resendo à Paris, il y a eu donc un médecin, donc comme en Danemark, un médecin, Isabella Chanavaz, qui était à Rouen, plus une patiente, Yasmine Kando, qui était la présidente de Endo France, qui sont allés au ministère, qui ont démarré la machine de création de centres experts, avec la création expérimentale d'un centre expert à Rouen. Et quand l'expériment a été fini, l'AHAS a chargé le CENGOF de travailler sur le modèle de centre expert. Le CENGOF a conclu qu'il y a une utilité indiscutable d'avoir des centres experts, mais il y a eu une alternance politique et un changement de cap. Et on a fini avec l'histoire des centres experts. Maintenant, on parle de filière pour être un petit peu ou quasiment dans la même chose, mais sans le financement qui va avec. Alors, posons-nous la question, est-ce qu'il faut vraiment des centres experts ou des experts tout court pour opérer l'endométriose en France? Eh bien, cette question ne se pose plus en cancéro, depuis 2003. Mais avant, elle se posait. Eh bien, ça a été mis à plat en 2003, et on ne peut plus opérer le cancer gynécologique où on veut. Il faut avoir une accréditation avec un certain nombre de cas par an. Ça, c'est dans le cancer, mais pourquoi ce ne serait pas dans l'endométriose? Est-ce que la chirurgie de l'endométriose est moins difficile que celle du cancer? Mais sûrement pas. Enfin, ceux qui en font savent très bien que dans les cancers, souvent, on travaille, la dissection, on la fait dans les tissus sains, ce qui est plus simple. Tandis que dans l'endométriose, on chemine tout le temps à la périphérie de la lésion, c'est beaucoup plus compliqué. La différence, c'est le pronostic vital. C'est-à-dire, si les patients ne sont pas bien opérés avec le cancer, il a une perte de chance avec peut-être une perte de sa vie. Et donc, l'idée de centre expert est maintenant fait partie des recommandations aussi bien d'Eschreux que du CENGOF et plus récemment, donc, le travail du groupe Comendo sur les centres experts qui dit qu'effectivement, il faut des centres experts, mais il faut les financements qui vont avec pour assurer les missions des centres experts, qui sont aussi la formation, la recherche et la coordination des soins dans les territoires. Alors, il y a quand même quelques questions qui restent sans réponse. Qui est ou devient expert en chirurgie de l'endométriose profonde? Quelles sont les règles? Quels sont les critères? Combien de cas par an on devrait en faire pour avoir l'accréditation, comme c'est le cas dans le cancer? Qui accorde ces accréditations? Qui décide qui est expert et qui ne l'est pas? Et enfin, qui finance les dépenses liées à l'organisation, la coordination et à la formation? Question qui reste en suspens. Alors,
est-ce que les équipes des centres experts sont-elles vraiment plus expérimentées? Est-ce que ça vaut la peine de créer des centres experts? Est-ce que ça change quelque chose au Schmilblick? Nous avons fait une étude assez intéressante en 2016 où tous les gens que je connaissais et qui prenaient en charge l'endométriose profonde étaient appelés à comptabiliser leur cas d'endométriose colorectale réalisé sur l'année 2015. Et donc, on a compté qu'en France, ont été opérés, parmi les gens qui ont participé à l'étude, qui sont enfin le plus gros opérateur d'endométriose profonde en France, 56 équipes, et on a comptabilisé 1135 cas de endométriose colorectale, ce qui est beaucoup. Et on a tiré quelques conclusions, donc que 55% sont opérés par des techniques conservatrices. La conclusion était qu'il y a un excellent niveau des chirurgiens qui font cette chirurgie parce que 92% des chirurgiens ont été réalisés par célioscopie, c'est-à-dire les gens n'ont pas ouvert le ventre pour pouvoir faire leur travail. Ça, c'est un excellent marqueur des niveaux, et ça, dans toutes les conférences, dans tous les congrès mondiaux où j'ai présenté ça, les gens ont remarqué ça. 92% des chirurgies colorectales par célioscopie. Mais par contre, on voit qu'il n'y a pas d'uniformité dans nos pratiques. C'est-à-dire, il y a certains qui font du shaving, beaucoup de shaving en rouge, ou résection en bleu, ou discoïde en jaune. C'est-à-dire, il n'y a pas une uniformisation des techniques. Et surtout, on remarque aussi que 50% des centres, quand même, font moins de 10 cas par an. Moi, je n'avais pas trouvé des différences en termes de complications entre ceux qui font beaucoup et ceux qui font peu. Et j'avais conclu que ceux qui font beaucoup font aussi des formes plus sévères, donc c'est normal qu'ils ont plus de complications. C'est-à-dire l'expérience ne met pas à l'abri de la complication, parce que ça attire aussi des cas de plus en plus difficiles et plus à risque des complications. Par contre, l'équipe de Tenon, en prenant les données, ils ont fait un calcul mathématique plus sophistiqué. Ils ont conclu qu'il y a quand même une différence en taux de complications. Par chirurgien, donc la barrière serait entre 7 et 13 interventions par an, c'est-à-dire une par mois. Et par centre, 20 interventions par an, c'est-à-dire une endométriose et demie, enfin 3 endométrioses tous les 2 mois, endométriose colorectale. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire à Rouen, et je suis très content que l'équipe de Saint-Joseph a intégré un de mes élèves de Rouen, donc Gauthier Dietrich. Est-ce qu'il est là ou pas? Je l'ai eu hier à l'appareil. Ah d'accord. Donc c'est un excellent chirurgien donc, qui vient de Rouen à Saint-Joseph, qui renforce les liaisons entre nous. Et donc à Rouen, je pense que c'est tout petit. Donc à Rouen, en 6 ans, on était à peu près à 615 endométrioses colorectales opérées par différentes techniques. C'est-à-dire, on assumait quelque part le rôle de centre expert en privilégiant les formes sévères d'endométriose avec des formes du diaphragme et avec des équipes multidisciplinaires. Et c'est exactement ce que j'essaie maintenant de faire avec mon collègue à Bordeaux, en sachant qu'à Rouen, j'étais un chirurgien senior plus 3 chirurgiens chefs de clinique, c'est-à-dire complètement à l'envers par rapport à ce qu'il y a en Danemark, où il y a 3 seniors pour un chef de clinique pour l'endométriose. Et à Bordeaux, on est mieux parce qu'on est 2 chirurgiens dédiés à l'endométriose, plus les chirurgiens digestifs, les urologues. Et effectivement, sur un an, sur 500 interventions sur l'endométriose, on a quand même la majorité, 268, qui sont des endométrioses colorectales. Et avec des patientes quand même avec des symptômes, des sous-occlusions dans 25% des cas, hydronéphrose 25 patientes, hydronéphrose 16, rein muet, c'est-à-dire rein complètement disparu en 3 cas, sciatalgie dans 13 cas, c'est-à-dire des femmes qui sont quand même très sévères, et à qui on propose une prise en charge individualisée parce qu'on a un rapport quasi égal entre shaving, exérèse discoïde et résection colorectale. Alors, est-ce que la prise en charge chirurgicale dans un centre expert est-elle différente? Normalement, oui. Et Eric, il va me dire bien sûr oui, parce que c'est exactement ce qui se passe à Saint-Joseph, qui est un centre expert. Donc la concentration des cas sévères sur la même équipe augmente inévitablement l'expérience des équipes. La qualité de la chirurgie,
le temps opératoire qui diminue, la gestion des complications qui est plus fluide, le diagnostic d'imagerie. Également, l'équipe qui a un gros volume va finir par mettre au point de nouvelles techniques, des techniques opératoires, des techniques d'imagerie, vitrification grossitaire. Également, la création de bases de données, c'est-à-dire on enregistre les cas qu'on opère, ce qui nous permet aussi de faire des enquêtes épidémiologiques, des études cliniques. Et enfin, une prise en charge multidisciplinaire sur mesure, et le rôle des RCP que vous allez voir demain matin. Donc, et on élargit la palette de stratégies thérapeutiques, c'est-à-dire on fait de la chirurgie, on fait de la prise en charge sur mesure et à long terme, et on ne fait pas comme certains couturiers, une seule taille pour tout le monde où tout le monde doit rentrer. Mais un tel couturier, il met la clé sur la porte au bout de 3 mois. D'accord? Donc, c'est une stratégie sur mesure et à long terme. Alors, finalement, qui adresser dans les centres experts? Je pense qu'il y a 4 catégories de patients. Premièrement, les formes rares dont la chirurgie nécessite un savoir-faire spécifique qu'on a ou on n'a pas. Ce sont les formes du diaphragme, ce sont les formes des paramètres, donc endométriose du paramètre avec infiltration des racines sacrées des nerfs sciatiques. Ensuite, il y a des formes qui sont plus courantes. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, à Bordeaux, en un an, on a eu 7 diaphragmes, 13 racines sacrées nerfs sciatiques, donc 20%, ça représente quand même un petit pourcentage. Ça représente 5% de toutes les patientes opérées d'endométriose. Donc c'est un tout petit pourcentage. Ensuite, les formes les plus courantes, mais qui nécessitent une équipe chirurgicale pluridisciplinaire entraînée dans la localisation, c'est-à-dire sont les endométrioses digestives, mais du bas et du moyen rectum, les endométrioses des urétères, les pelvis gelés. Et là, on tombe sur les critères danois pour référer au centre expert. Ensuite, les formes courantes, mais dans la prise en charge inadaptée, entraînent des séquelles qui sont très difficiles à rattraper par la suite. Donc, sont généralement toutes les endométrioses digestives, sont de nouveau les urétères et surtout les kystes ovariens bilatéraux volumineux, surtout chez les femmes qui n'ont pas d'enfants. Là, les dégâts faits lors d'une chirurgie inadaptée sont irrattrapables, même par fécondation in vitro. Et enfin, très très important, les femmes avec une endométriose minime et une hypersensibilité pelvienne qui sont dépendantes d'une équipe dédiée pour la prise en charge de la douleur. Et là, je peux vous dire, Resendo a peut-être la plus belle équipe de prise en charge de la douleur avec Delphine Luileri, avec une approche multidisciplinaire. Et bien sûr, ces patients-là, il faut les adresser au centre de référence dans cette équipe. Sinon, la prise en charge, elle est hyper difficile. Alors, les endométriomes bilatéraux, pourquoi? Mais parce que la chirurgie qui est inadaptée peut entraîner une insuffisance ovarienne après kystectomie. Et dans ces cas, dans un centre expert, on peut réaliser une ponction, une sclérothérapie, ensuite mise sous pilule pour empêcher une récidive, 1, 2 ou 3 séances de vitrification, après la chirurgie et en fait la mise sous pilule. Ce n'est pas la chirurgie ponctuelle, la chirurgie en urgence parce que la patiente a mal, ça ne doit plus exister. Pourquoi le bas rectum? Parce que c'est la plus difficile partie du tube digestif. C'est également, donc les derniers 8 à 10 cm, Eric vous a dit tout à l'heure, c'est la partie qui est où la chirurgie peut être la plus morbide et où la réalisation d'une résection colorectale comme ça, sans discernement, peut entraîner le LARS. LARS, c'est Low Anterior Rectal Resection Syndrome. Signifie qu'on enlève le rectum, il n'y a plus d'ampoule rectale et les patientes n'ont plus l'endométriose. Par contre, elles sont bien plus invalidées par les séquelles. C'est-à-dire, c'est incontinence anale, incapacité de différer, c'est-à-dire il faut être sur les toilettes 2 à 3 minutes après avoir eu le premier envie. Et bien sûr, des selles fréquentes, ça peut aller jusqu'à 10-15 par jour. C'est invivable. Et ça, c'est dû à la résection du bas rectum. Et pour éviter ça, donc dans Armand, on a mis en place une technique d'exérèse discoïde qui est spécifiquement dédiée au bas rectum, mais on a pu la mettre en place justement parce qu'on a eu beaucoup de cas et on a pu assez rapidement devenir à l'aise avec cette technique. Donc, l'importance de concentrer les cas.
Les nerfs pelviens, pourquoi? Parce que, de nouveau, c'est un savoir-faire. Ce ne sont pas des cas si rares, parce qu'en 40 mois, j'ai comptabilisé 51. Donc, ce sont des lésions, vous voyez, qui sont pratiquement, qui vont jusqu'à la paroi pelvienne, ou même au-delà de l'échancrure sciatique. Ce sont des chirurgies qui sont plutôt longues, donc dans les 4 heures ou 5 heures, parce qu'il n'y a pas que l'attente nerveuse, il y a aussi toutes les structures anatomiques que l'endométriose rencontre avant d'atteindre les nerfs. C'est-à-dire ces patients ont eu dans 80% des cas des interventions sur le tube digestif, dans 45% des cas des interventions sur les urétères et sur la vessie. Donc ça fait quand même pas mal de sutures qui peuvent fistuliser. D'où le taux de complication qui n'est pas du tout négligeable, c'est-à-dire 4 hémorragies intraopératoires avec 2 laparoconversions en urgence. Ça, c'est assez rare que ça arrive dans un centre expert. 27% des dysuries, 13% des fistules rectovaginales, c'est-à-dire on est bien au-dessus des 3% sur l'ensemble des lésions colorectales. 11% des incontinences urinaires. On ne voit jamais ça après une chirurgie d'endométriose. Eh bien, on voit si on va titiller les racines sacrées. Par contre, il y a une amélioration. 63% des cas ont été bien améliorés, donc on n'est pas à 100%. Il faut savoir qu'on n'est pas à 100%, surtout que les patientes après cette chirurgie peuvent avoir des paresthésies pendant des semaines et des mois qui nécessitent un traitement par l'IRICA. Pourquoi les endométrioses des urétères? Parce qu'il faut une équipe multidisciplinaire. Parce que si l'équipe multidisciplinaire n'est pas mise en place, parce que si c'est un urologue qui prend en charge ça tout seul, il va faire quoi? Il va couper l'urétère, il va le réimplanter par-dessus du nodule d'endométriose qui va rester en place. On a tous vu des cas comme ça, qu'on a vu après la bataille. Et donc, il faut un savoir-faire parce que ce sont des lésions du paramètre, donc ils vont jusqu'à la paroi pelvienne. Pourquoi le diaphragme? Mais parce que, de nouveau, il faut un savoir-faire. Parce qu'on peut s'approcher par la célioscopie, on peut faire des ablations, mais parfois il faut réséquer le diaphragme. Et là, la chirurgie robotique, la disponibilité d'un robot me semble quand même très, très, très utile pour la réalisation des sutures sur le diaphragme. Enfin, alors, bon, on opère dans un centre expert, mais est-ce que le taux et la gestion des complications sont-ils différents dans un centre expert? Déjà, le taux de complication, j'ai certains doutes, mais c'est très biaisé par le fait que forcément on concentre des cas qui sont à haut risque de complications. Donc on ne pourra jamais dire qu'on a moins de complications que d'autres parce que ce n'est pas vrai, on aura toujours peut-être même plus. À Bordeaux, sur un an, on a eu quasiment une fistule par mois. Quand on fait 260 endométrioses colorectales, il faut s'attendre à ça. C'est tout à fait logique, il faut être prêt. D'accord? Donc ce n'est pas une catastrophe si on est prêt. En plus, il y a plein d'autres complications. Vous voyez, là, tout est comptabilisé. Néanmoins, le taux de fistule digestive est de 4,5% lorsqu'il y a une endométriose rectosigmoïdienne, ce qui est plutôt correct. Néanmoins, la gestion d'une complication implique certains réflexes. Il faut connaître les situations à risque de complications, c'est-à-dire sentir quelle est la patiente qui risque de se compliquer. Chasser les premiers signes d'une complication. C'est-à-dire, il y a des prises de sang, des CRP, de dosage de CRP tous les jours, voir si la CRP monte, si est au-dessus d'un certain taux. Il faut être vraiment très vigilant et toujours, tous les matins, voir soi-même la patiente. Être hyper actif dans la prise en charge. Fièvre, célioscopie ou scanner. Il ne faut pas avoir 24 heures de retard. Accompagner la patiente si la complication arrive et surtout gérer la complication à distance. Et là, je suis en train d'écrire un article sur ma base de données de 2009 à 2019. Il y a 1102 endométrioses colorectales, 37 fistules. Toujours, on est dans le 3,5%. Et regardez la réparation. Là, c'est le travail de l'équipe digestive. Donc, ils ont fait, certes, ils ont eu des cicatrisations par la simple mise en place de la stomie, mais ils ont été obligés de revenir faire des lambeaux vaginaux rectaux, faire des chirurgies ouvertes avec suture de la fistule rectale, faire des résections colorectales et même 4 anastomoses colo-anales différées. Je ne sais pas si ça vous parle ça. Ce sont des interventions où le côlon et le rectum est isolé, il est extériorisé 20 cm par l'anus, il est laissé comme ça 2 semaines et après il est coupé à l'extérieur et anastomosé à l'anus. Donc c'est une chirurgie qui est très choquante pour les patients.
mais qui a comme but de déplacer le rectum, donc d'éviter d'avoir toujours une suture rectale derrière une suture vaginale. Eh bien, il faut que les chirurgiens digestifs sachent faire ce type de chirurgie. En conclusion, donc l'endométriose, vous l'avez bien compris depuis ce matin, avec des orateurs aussi brillants, que c'est une maladie complexe, multidisciplinaire, parfois très sévère. Que certains cas, je dis certains cas, je ne suis pas catastrophique, je ne dis pas tout le monde, mais certains cas, un petit pourcentage, nécessite quand même une réelle expertise et être pris en charge par des équipes expérimentées. Et surtout avoir une prise en charge sur mesure et avec une vue à long terme, idéalement jusqu'à la ménopause. Il y a un risque de complications sévères. Donc il faut savoir anticiper, être réactif, savoir gérer, avoir déjà eu ces complications pour pouvoir les reconnaître. C'est bien entendu. Il y a un risque de morbidité fonctionnelle, il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas sauter et faire des résections comme ça à tout va si on ne sait pas ce qui peut arriver par la suite pour pouvoir prévenir la patiente et voir même si la patiente n'est pas finalement mieux avec son endométriose qu'avec notre chirurgie. Et enfin, si on est centre expert, il y a des missions à assumer, la formation des professionnels de ce qui se passe aujourd'hui, la coordination des soins dans le territoire, ce que Resendo fait. Il y a la recherche clinique, il y a des databases, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Alors la question est, qui finance ces missions? Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont enthousiastes, comme Éric Petit, comme Éric Sauvanet, qui vont faire tout ça gratuit de leur temps. Mais ça peut pas être la base de la formation médicale dans l'endométriose. C'est-à-dire qu'il faut des financements parce que, comme on dit très bien, on n'a rien sans rien. Merci beaucoup.